me semble que ce qui favorise l'écoute, ce qui permet une véritable écoute, ce sont deux choses essentielles. La première chose, elle est plutôt liée au cœur, aux émotions, je dirais, c'est l'empathie. Pouvoir s'intéresser à l'autre, avoir de l'empathie, c'est-à-dire être concerné par l'autre au niveau de ses émotions. Et à ce moment-là, eh bien, on s'intéresse à ce qu'il est et du coup, on va l'écouter. Et on va avoir une d'autant meilleure qualité d'écoute qu'on a une sensibilité qui nous relie aux autres avec cette ouverture du cœur, je dirais, de manière très générale. Puis la deuxième chose, c'est beaucoup plus intellectuel, mais c'est très important, c'est d'avoir une vraie recherche de vérité. Parce que si on n'a aucune recherche de vérité, on est enfermé dans ses certitudes, on n'a aucune écoute. On peut écouter poliment, c'est-à-dire qu'on va entendre très bien, et puis si on est poli, on dira oui, oui, même si on pense l'inverse, etc. Alors que quand on a une recherche de vérité, l'autre nous intéresse parce qu'on sait qu'on recherche ensemble la vérité, que donc on veut progresser, on est capable de changer d'avis, etc. Et donc la vraie qualité d'écoute demande aussi cette dimension, pas simplement d'empathie, mais aussi de rechercher la vérité, c'est-à-dire d'être capable de dépasser ses a priori, ses préjugés, ses certitudes, pour grandir finalement dans la compréhension de soi, de l'autre, du monde, de la vie, etc. Et ça, c'est le fondement même de la philosophie. Je crois qu'une des choses qui, dans la société actuelle, fait le plus obstacle à l'écoute, c'est l'entre-soi, c'est-à-dire la difficulté de sortir de sa tribu, de sa communauté, de son, je dirais, de son réseau de pensée. Mais ça a toujours existé d'une certaine manière. Avant, c'était plutôt les religions qui favorisaient, qui rendaient difficile cette difficulté de sortir de soi, parce que qu'on était enfermé dans ses certitudes, on pensait que les autres avaient tort, et puis c'est tout, on ne discutait pas avec eux. Il y avait des idéologies aussi politiques qui nous empêchaient de sortir de nos convictions. Il y a un grand philosophe du XXe siècle, Maurice Merleau-Ponty, qui disait dans les années 1950, on ne peut pas discuter avec les catholiques parce qu'ils savent. C'est-à-dire que si on sait, on ne peut pas avancer dans la discussion. Mais aujourd'hui, on pourrait plus dire ça des catholiques. La plupart sont très ouverts au dialogue, etc. et tout. Mais je dirais que ce qui favorise le plus l'entre-soi aujourd'hui, c'est plutôt les réseaux sociaux. Et on se rend compte que les réseaux sociaux cultivent ce côté tribal où on ne s'intéresse qu'à ce qui va dans le sens de nos convictions, de nos goûts. Et c'est favorisé évidemment par les algorithmes qui vont repérer ce que vous aimez et qui vous envoient des notifications, des vidéos qui vont dans le sens de ce que vous pensez déjà. Et je crois vraiment qu'actuellement, on est en train d'observer que nos démocraties sont en danger parce que les gens ne s'écoutent plus, ne dialoguent plus, ils sont enfermés dans leurs certitudes et je suis presque convaincu que ce sont les réseaux sociaux qui ont activé tout ça. Alors, moi je suis convaincu que tout passe par l'éducation et que très tôt, il faut apprendre aux enfants à écouter. Et c'est pour ça que j'ai mis en place dans le cadre de l'association SEV, qui veut dire savoir-être et vivre ensemble, des ateliers de méditation et de philosophie. On fait des débats philosophiques avec les enfants après un petit temps de méditation. D'ailleurs, je remercie beaucoup la Fondation Pierre Bellon qui nous soutient. Et ces ateliers sont formidables. En deux mots, pourquoi est-ce que ça favorise l'écoute? Parce que déjà, on crée de l'empathie, c'est-à-dire qu'on crée du lien, on apprend aux enfants, grâce à la méditation, à s'écouter, à être en silence, à arrêter d'être dans le mental, l'agitation et tout, et de prendre ce temps de silence pour être réceptif. Et puis, après, dans l'atelier philo, ils écoutent les autres. Et plein d'enfants me disent, c'est incroyable, je me suis aperçu qu'on pense mieux ensemble. C'est-à-dire que j'ai des convictions, je le dis, mais l'autre, il va dire quelque chose qui va me toucher. Et comme on argumente, le propre de l'atelier philo, c'est pas simplement d'exprimer une opinion, c'est d'argumenter, eh bien on peut convaincre les autres ou on peut être convaincu par les arguments des autres. Et donc je crois que l'atelier de philo, c'est un merveilleux outil pour développer l'écoute. Les adultes, c'est plus compliqué parce qu'ils sont déjà beaucoup plus engoncés, je dirais, dans leurs certitudes. Et donc, je crois que la meilleure chose à faire, c'est de commencer la philo et voir les ateliers philo avec des adultes. Ce qui fait que maintenant, on fait venir les parents. Et donc, à la fin de l'année, quand on a fait une cycle d'ateliers philo avec des enfants, les parents viennent et s'aperçoivent que c'est un choc pour eux parce qu'ils ne sont pas habitués à ce type de débat. Et donc, je crois qu'il faudrait en fait faire de la philo à tous les âges. Comme le disait Épicure, il disait il n'y a pas d'âge pour philosopher. On n'est jamais trop jeune ou jamais trop vieux pour philosopher. Parce que la philosophie, c'est la recherche commune de la vérité et qu'on veut vivre en société de manière harmonieuse, c'est ce qu'il faut faire.